Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons essayer de faire rapide, vu le timing. Nous allons repartir un peu sur la base de l'assurance et de la responsabilité civile vis-à-vis par l'assureur. L'idée, effectivement, c'est que quand une faute arrive, qu'on soit assuré afin d'éviter d'y être de sa poche et de demander à l'assureur d'intervenir. Par contre, le métier d'assureur, et c'est là que ça va être intéressant, parce que de savoir si on a un bon contrat, ce n'est pas toujours évident, mais il est intéressant de savoir si mon assureur comprend et va chercher à enlever ma responsabilité. D'accord ? C'est-à-dire défendre mes propres intérêts. Je le paye aussi, mon assureur, pour ça. Donc, aujourd'hui, on va voir la responsabilité civile, des principes généraux rapides et surtout, et on a bien vu la responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'assurance. La responsabilité civile, donc là on va reprendre les choses simples, mais qu'on a déjà vues auparavant. Mais il est vrai que la responsabilité civile est une obligation de réparer les problèmes qu'on a causés à autrui. Donc là aussi, c'est à l'assureur d'intervenir, c'est-à-dire que si jamais, en tant que maréchal ferrant, j'ai fait une faute, je vais me tourner vers mon assureur pour dire voilà, il y a eu un préjudice, potentiellement c'est financier, potentiellement il va falloir que vous interveniez. Donc c'est sur ce point-là que la responsabilité civile professionnelle va pouvoir être en action. Après, on peut avoir une responsabilité pénale, un peu plus complexe, puisque là, on est dans les normes légales. Donc, quand vous êtes condamné pour un excès de vitesse, vous pourrez toujours vous tourner vers votre assureur pour payer l'amende, et ça ne va pas bien se passer. D'accord ? Il ne paiera pas vos amendes pénales à votre place. Il pourra essayer de mettre en place des outils qui sont avec des aides de juristes, d'experts, et les prendre en charge pour essayer d'enlever ou de diminuer votre responsabilité et la peine encourue. D'accord ? Donc aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur les deux sujets, c'est-à-dire la responsabilité civile à travers le contrat de responsabilité civile professionnelle et la responsabilité pénale à travers des protections juridiques. Les principes généraux, donc effectivement, les fondements, les éléments dommageables, la preuve de la faute, ça c'est un sujet qu'on vient d'aborder, les caractéristiques du dommage et les diverses sortes de dommages. Le fondement, on ne va pas reprendre tous les articles, mais moi j'ai repris quelque chose qui peut nous intéresser, nous en assurance, qui sont relativement simples, c'est qu'il faut qu'il y ait un triptyque pour qu'il y ait indemnisation, pour qu'il y ait faute en termes d'assurance, il faut qu'il y ait un dommage, quelque chose qui soit en place, il faut qu'il y ait un lien de causalité et un tiers, ce qu'on appelle une victime, qui soit bien identifié. Si il me manque un élément, je n'ai pas de responsabilité civile. Donc nous, en tant qu'assureurs, l'idée c'est de travailler sur ce triptyque, sur le lien de causalité, sur la preuve de la faute, sur le dommage à proprement dit. La preuve de la faute, elle incombe le plus souvent, c'est ce qu'on vient d'expliquer, à la victime. Dans certaines situations et dans notre activité de maréchalerie, elle peut aussi être la faute doit être apportée par la personne qui est lésée. Et il faut que cette activité amène un dommage, et ce dommage doit être dans un lien de causalité, c'est-à-dire que la causalité doit être totale avec la faute. On s'explique souvent, c'est-à-dire qu'on peut avoir des caractéristiques de dommages qui soient certains, on peut avoir des dommages qui sont incertains, et dans ces cas-là, est-ce qu'il y a réellement dommage ? Violation d'intérêt légitime, et la faute doit être directe. D'accord ? Donc tout ce qui peut nous amener à revoir ces positions peut nous ramener à revoir la position, effectivement, en termes d'assurance. Diverses sortes de dommages, effectivement, on en a parlé, préjudice corporel, préjudice et dommages matériels. On a, bien sûr, tout ce qui est chefs de préjudice qui sont patrimoniaux, des extra-patrimoniaux, toutes les réparations dues à la chose,
et les réparations de la perte de gain. On en a parlé tout à l'heure. L'animal qui ne peut pas aller faire son Grand Prix et sur lequel l'assureur, si c'est prouvé, si le dommage est prouvé, peut être amené à régler ces sommes. Donc là aussi, je rejoins mes intervenants en disant attention, quand on regarde dans les contrats d'assurance, il est important qu'il y ait des garanties pour tout ce qui est matériel, mais aussi immatériel. La perte de gain est une perte immatérielle. Là, ce sont des choses sur lesquelles on n'est pas toujours attentif et les montants peuvent être très vite importants. Sachant que si l'assureur n'intervient pas, vous allez être amené à intervenir avec vos propres fonds. Si les sommes sont conséquentes, ça peut vous mettre franchement à la rue. Donc ce sont des choses sur lesquelles il faut être très attentif. Le régime de responsabilité, l'effet personnel, c'est-à-dire effectivement je fais une faute, je suis artisan, je suis seul, je crée une faute, c'est connu. La responsabilité du fait des choses en général, la responsabilité des faits des animaux et la responsabilité du fait d'autrui. Les responsabilités du fait personnel. On ne va pas revenir dessus, quasi délictuel. Les fondements, comme quoi on doit réparer toute faute qu'on a commise. Les responsabilités civiles du fait des choses en général. Ça dispense effectivement à la victime de prouver la faute du gardien. On a parlé avec les chevaux tout à l'heure. Dr Rivière nous a bien ramené sur le sujet. Donc là, maintenant, on est bien calé sur ce sujet-là. Donc il est très compliqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de prouver qu'on n'a pas fait de faute. On a un cheval, on prend le cheval, on doit le ramener vivant, pas blessé. Voilà. D'accord ? Donc là, effectivement, l'assureur va avoir beaucoup de mal à prouver que vous n'êtes pas en faute. Donc, c'est des sujets sur lesquels on va avoir plus de complications et très souvent, on va être amené à régler des sommes, voire très conséquentes. Par contre, effectivement, sur la responsabilité civile, avec obligation de moyens, comme c'est à la victime d'apporter la preuve que vous n'avez pas mis en place ce qu'il fallait pour atteindre l'objectif final, c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler en essayant de prouver que la preuve apportée n'est pas suffisante pour pouvoir engager votre responsabilité. La responsabilité civile du fait des animaux, on en a parlé, le cheval qui, effectivement, s'évade, on se retrouve dans une situation où on a blessure, dommages corporels et matériels le cas échéant, et le cheval a bien été confié à un maréchal, d'accord, et où, parce qu'on va y venir aussi, puisque vous êtes là le responsable, d'accord, vous avez la responsabilité du gardiennage du cheval, et où aussi par la faute d'autrui. On parle de responsabilité civile des pères et mères, responsabilité civile des artisans vis-à-vis des apprentis, responsabilité civile des commettants. Alors quand on parle apprenti, apprenti, ouvrier, tout se suit. Ma responsabilité est aussi engagée parce que j'ai usé et utilisé ouvrier ou apprenti. Ce n'est pas parce que je ne suis pas personnellement sur le sujet, personnellement sur place, que ma responsabilité ne peut pas être engagée. D'accord ? La responsabilité vis-à-vis des apprentis, c'est l'artisan et le patron qui donne à un travailleur âgé, là on parle spécifiquement des apprentis, de 16 à 20 ans, une formation professionnelle. L'artisan est responsable seulement pendant les heures de travail, et heureusement. Et puis, la présomption est simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes le sachant, donc le professionnel, vous ne pouvez pas vous exonérer en disant l'apprenti n'a pas fait ce que je lui ai dit. Vous êtes le professionnel, vous devez, ce qu'on disait tout à l'heure, une obligation de résultat sur ce sujet-là. D'accord ? Les responsabilités civiles des commettants, ça c'est un peu plus complexe, puisque en écurie, vous pouvez être amené à faire appel à des cavaliers, du personnel qui traîne autour pour venir vous aider. Ce ne sont pas vos salariés, ce ne sont pas vos apprentis, ce sont des gens qui se mettent sous votre autorité. Et de ce fait, vous en êtes responsable, par rapport toujours à la faute qu'ils pourraient exercer.
de dire que voilà, j'ai demandé au lad de sortir le cheval et que de ce fait, il y a eu pépin, il s'est détaché et on a eu accident. Attention, c'est toute cette notion d'autorité, de donner des ordres, de diriger, de surveiller, de contrôler. Si vous avez cette capacité, donc vous devenez responsable de cette personne, au même titre que vos propres ouvriers, au même titre que vos propres apprentis. Et pourtant, on n'a aucun lien contractuel avec cette personne-là. D'accord ? Ce sont des choses qui arrivent, où on se dit, bah, après tout, voilà, hein, c'est pas moi, c'est pas mes gars. Mais si vous aviez autorité sur la personne, nous sommes susceptibles d'être engagés. La faute du préposé doit évidemment, la faute du préposé, la victime doit en apporter la preuve. Et on doit aussi faire en sorte que le fait d'une chose ne servait que par le préposé. C'est la responsabilité du fait des choses qui s'appliquent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que mon préposé, mon commettant utilise mon matériel que pour autant j'en ne suis pas propriétaire. Donc j'ai aussi cette obligation-là, même si ce n'est pas moi qui l'utilise à titre personnel. Les transferts de propriété se font multiples dans ces cas-là. La faute, exonération, quelquefois on a capacité de dire bah, ce n'est pas forcément de ma faute, il y avait ce qu'on appelle des cas de force majeure, hein, donc ça c'est souvent ce que l'assureur cherche à connaître. Est-ce que cette faute, on peut s'en exonérer, c'est-à-dire trouver la façon d'enlever votre responsabilité? On a quelques cas d'exonération qui sont peu nombreux, hein, je vous confirme. Et puis le dommage, les liens de causalité et la faute du dommage. La faute intentionnelle, effectivement, c'est l'artisan. Hein, je vous ai traduit les termes un peu plus juridiques. Manifeste lors de l'exécution du contrat sa mauvaise foi, son intention de nuire au créancier, au client, d'accord, et ne pas respecter son engagement. C'est la partie que nous avons d'abord évoquée, qui a été évoquée par le Dr Léveillard, sur la contractualisation du contrat. Les fautes non intentionnelles, négligence ou imprudence, qui peuvent être soit des fautes lourdes, soit des fautes légères. Idem, nous, ça va être important pour la recherche d'exonération de vos responsabilités. La plupart du temps, l'exonération due à les causes de force majeure sont assez compliquées. Si vous devenez donc débiteur, le maréchal, défaillant à apporter la preuve de l'existence de force majeure, dans ces cas-là, on ne peut rien faire pour vous. Si on arrive à rentrer dans des caractères spécifiques de la force majeure, c'est-à-dire que cette force majeure doit être étrangère au débiteur, elle doit être imprévisible au moment du contrat, hein, c'est-à-dire au moment de la ferrure, et insurmontable et irrésistible. Ça fait beaucoup de choses pour essayer de vous exonérer, ce qui est très compliqué à prouver. Donc les exonérations par la force majeure sont des choses sur lesquelles on a beaucoup de mal à travailler pour pouvoir enlever votre responsabilité. On a des autres cas, hein, la faute du créancier, c'est-à-dire le client. Effectivement, il se met en position de créer le sinistre. Donc, dans ce cas-là, on va essayer de casser ce rapport de lien de causalité. Le fait d'un tiers, c'est-à-dire que vous étiez en train de ferrer et c'est une autre personne qui vient, qui est en dehors de notre cadre, c'est-à-dire que c'est ni un client, ni un apprenti, ni un ouvrier, ni un commettant, et qui vient créer un dommage. Dans ces cas-là, on va essayer d'aller rechercher la responsabilité du tiers. D'accord ? C'est ce qu'on appelle après toute la partie des recours. Et on peut avoir dans les cas, ça arrive quelquefois, des partages de responsabilités. C'est-à-dire qu'on estime que le maréchal, au même titre que le propriétaire, sont tous les deux à moitié en faute. Donc on va essayer de diminuer la charge de responsabilité.
et de faire des recours, le cas échéant, ou sur un tiers qui est extérieur, ou sur le propriétaire, parce qu'il a une part de sa responsabilité qui est engagée aussi. D'accord ? Le dommage, la preuve du dommage, c'est à la victime de prouver le dommage, mais c'est facile à dire, plus compliqué à faire, puisque la détermination du dommage, c'est la perte de la chose qu'il faut d'abord réussir à chiffrer, parce qu'on peut avoir là aussi des désaccords en disant voilà, moi, mon cheval, je l'estime à tant, et on sait que bon an, mal an, il n'en vaut pas la moitié. Donc après, là aussi, le travail des experts, d'où l'intérêt d'avoir un contrat d'assurance, puisqu'on va prendre en charge toutes ces dépenses qui vont être prévues au contrat, de déterminer, grâce aux experts, une valeur de dommage. Quand elle est matérielle, c'est relativement simple. Après, ça va se compliquer un peu, ce sont les pertes de gains dont il a été privé. Là, ça devient un peu plus compliqué. Et les pertes de chance qui deviennent très compliquées à prouver au niveau financier. C'est-à-dire comment on va pouvoir calculer les montants des dommages et intérêts. Évidemment, on peut aussi avoir un préjudice qui peut être moral. Donc là, c'est apprécié très souvent par les experts. Quand ils ne sont pas d'accord, ça finit au tribunal. Et c'est un juge qui appréciera le montant de la perte morale subie par le propriétaire du cheval si, malheureusement, il y avait souci ou mortalité. Le dommage doit être direct, le dommage doit être prévisible et le dommage doit être effectivement quantifiable. Un dommage pour lequel je n'ai pas de montant, on ne peut pas l'indemniser. Donc ce sont sur les choses qui nous permettent quelquefois, rarement, de nous exonérer. Obligation de résultat et de moyens, on vient de faire le point, je ne vais pas revenir dessus. Les autres cas d'exonération, on les a vus. Ce qui est intéressant, c'est que le métier d'assureur, en tout cas en responsabilité civile, n'est pas que de rembourser les dommages causés par son maréchal, mais aussi de chercher à exonérer son maréchal ferrant de sa responsabilité civile à travers les différents cas qu'on vient de rencontrer. D'accord ? Donc, quand vous regardez vos contrats, surtout, essayez de bien comprendre si on intervient bien sur tous les dommages, avec aussi, il faut prendre en considération ça, la limitation des montants pour la valeur des chevaux. Très souvent, on va avoir des montants qui vont être très conséquents. Moi, je prends pour ceux que je connais le mieux, les miens. On va avoir sur les dommages matériels, on va monter à des 10, 11, 20 millions d'euros. Pour du dommage immatériel, on va monter à 7, 8 millions d'euros. Et sur des chevaux, on va s'arrêter à 80 000. D'accord ? Donc le cheval dans le contrat de responsabilité civile des maréchaux ferrants, c'est quelque chose qu'il faut vérifier, la valeur sur laquelle l'assureur est prêt à s'engager. D'accord ? Si vous arrivez à repérer ces points importants et d'être sûr que votre assureur a bien compris votre métier et qu'il va chercher à exonérer votre responsabilité, vous avez un bon contrat, quelle que soit la compagnie, quel que soit votre interlocuteur. D'accord ? Après, souvent, ce qui va être important, c'est de compléter cette responsabilité civile, professionnelle, que vous avez souscrit auprès de votre assureur, par une protection juridique. Puisque nous avons vu le volet contractuel, la responsabilité civile, mais il ne faut pas oublier la partie pénale, qui peut être aussi onéreuse et dommageable. Dans ces cas-là, on va utiliser les protections juridiques, où on va avoir tous les risques pour les maréchaux ferraux. Les litiges sont souvent complexes et coûteux. On va avoir aussi des soucis dont on n'a pas parlé, qui peuvent être de la e-réputation. Aujourd'hui, ça se développe d'une façon exponentielle, et des solutions qu'on pourra apporter au sein de protection juridique. Le risque juridique pour les maréchaux, on s'en aperçoit, c'est que dans un environnement juridique qui est relativement lourd et qui change, parce que la loi, malheureusement, c'est un être vivant, ça change tout le temps, on a quand même 45% des pros qui nous disent voilà, on a déjà été confronté à des problèmes. Pour autant, ils sont 62% à nous déclarer qu'ils n'auraient pas les moyens financiers de pouvoir assumer
la partie avocat pour se défendre. 63%, excusez-moi, n'ont même pas le temps de se défendre par leurs propres moyens, parce que la justice, hein, je me tourne vers le docteur Hier, prend du temps. Et 64% des pros déclarent mal connaître le contexte juridique et réglementaire qui lui est lié. Effectivement, là je rejoins aussi nos intervenants, trop souvent on est en activité, mais on ne sait pas exactement vers quoi on s'engage, quelles sont nos obligations, nos besoins, et il est quand même important de savoir que tout ça c'est géré par des lois. D'accord ? Les professionnels, le risque, les trois faits, c'est le constat. D'accord ? Donc on a aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on disait, on a 11 500 textes de loi et 280 000 décrets. C'est juste énorme. On ne peut pas tout connaître, même les plus grands sachants ne font pas le tour. Des dépenses, des défenses qui sont coûteuses, hein, des frais d'avocat et des honoraires d'huissier qui coûtent un petit peu de sous. Pas assez, hein, on est d'accord. Pas assez cher. Et un accès au droit qui n'est pas toujours facile. Donc les litiges complexes et coûteux, effectivement, les origines des litiges, les niveaux de risque, les exemples de risque, c'est que les origines de risque, c'est souvent des risques liés à nos clients. On peut se retrouver, comme le disait Dr Eveillard, au tribunal pour un oui, pour un non. On peut avoir aussi besoin sur des protections pénales, c'est-à-dire lors d'un ferrage, l'animal meurt et votre responsabilité pénale est engagée. Oui, aujourd'hui, des gens vont vous attaquer pour maltraitance animale. Et là, on n'est plus dans le civil, on va être dans le pénal. On a aussi des problèmes que quelquefois en protection juridique, mais c'est un peu plus rare, sur les outils de travail. Pas d'immobilisation d'un véhicule utilitaire alors qu'il sort de chez le garagiste, c'est des choses qui sont assez pénibles. Hein, je perds 2 jours de boulot alors que le véhicule sort tout juste de vidange. Il y a quelque chose qui fait que là, par contre, c'est moi qui vais t'amener à attaquer mon garagiste. Et j'aimerais savoir quels sont mes droits et mes obligations. D'accord ? Donc on peut avoir des risques aussi avec des salariés pour ceux qui en ont ou des apprentis. Non-respect du droit du travail, c'est pas que je ne suis pas forcément toujours informé des nouvelles législations sur le droit du travail. Il est quelquefois important, dans un premier temps, de s'informer auprès des protections juridiques pour se mettre à jour. Dans un deuxième temps, de se faire défendre si jamais on se retrouve au prud'homme. Vous pouvez avoir des soucis sur la e-réputation. Effectivement, c'est des sujets qu'on rencontre de plus en plus souvent. Donc c'est quand vous subissez évidemment des diffamations hein, sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein, la lettre au corbeau, c'est terminé. Et puis quelques problèmes avec des fournisseurs, mais ce n'est pas forcément les risques majeurs. La preuve, c'est que vous avez été démarché, par exemple, hein, parce que c'est des choses qu'on a déjà rencontrées, pour faire l'objet d'un référencement dans un annuaire professionnel européen. Voilà, on vous demande un chèque, vous envoyez un chèque, et au bout de quelques jours, vous interrogez, finalement, vous dites non, mais c'est une connerie, j'en ai parlé à des copains, et comment je vais pouvoir retrouver mon argent? D'accord? Ça, c'est les choses qu'on rencontre assez régulièrement. Vous êtes assigné en référé par votre client parce qu'on vous invoque l'existence d'une malfaçon liée à la ferrure que vous auriez réalisée, mais il y a 5 semaines. La ferrure d'il y a 5 semaines, excusez-moi, il ne faut pas m'attaquer pour ça, mais il va bien falloir que je me défende quand même. Ma bonne foi ne va pas suffire. Donc heureusement, je vais pouvoir faire appel à ma protection juridique pour faire valoir mon droit. D'accord ? On va recevoir des lettres recommandées d'un voisin qui peut se plaindre de la nuisance sonore parce que j'ai ma forge. Et quelles sont mes obligations? Quel est mon droit? C'est des choses qui nous tombent dessus et pour autant, on ne sait pas trop où on va. Donc c'est pour ça que la protection juridique peut franchement vous aider à avancer sur ces sujets-là.
ne serait-ce que déjà de comprendre si je suis dans mon droit. Ensuite, il y a toute cette e-réputation. Aujourd'hui, on a une définition qui est quand même beaucoup plus fine, puisque c'est l'atteinte à la réputation désigne la diffamation, l'injure, le dénigrement de l'entreprise, d'accord, ou la divulgation illégale de la vie privée du chef d'entreprise à l'aide d'un écrit, d'une image, d'une vidéo, enfin après tous les supports existent. Toutefois, bah, effectivement, il faut aussi mesurer tout ça, puisqu'un simple avis négatif sur un Google Pro ne va pas s'apparenter à de la diffamation. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de fort et ou de répété. On va avoir sur cette zone, on va vous expliquer en 3 mots, hein, je vais essayer d'être assez synthétique. 3 minutes, c'est impeccable. La diffamation qui consiste à une allégation ou une imputation de faits qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel il a été fait imputer. J'ai pris des exemples simples parce que c'est des choses qu'on rencontre. Et un avis de consommateur qui dit, voilà, ce commerçant a déjà été condamné pour escroquerie. Je veux dire, si vous voyez sur Internet des posts en vous disant, voilà, le maréchal Ferrand, il a déjà été condamné parce que c'est un escroc, il faut attaquer, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et la e-réputation, le gros problème, c'est qu'une fois que c'est un marqué noir sur blanc, c'est très compliqué à enlever de la toile. Donc après, il faut faire des processus qui sont coûteux et longs pour pouvoir effacer ce qui a été marqué sur la toile. Et la plupart du temps, on ne l'efface pas d'ailleurs, on le noie en publiant. Et après l'injure, bon ça vous le connaissez, c'est plus facile, le dénigrement, c'est un concurrent sur un site internet qui va expliquer à qui veut bien l'entendre que les produits vendus par cette société sont avariés ou que le maréchal est mauvais. C'est un jugement, c'est interdit. D'accord ? Donc concernant la réputation, on n'a pas 36 000 solutions. Il faut absolument noyer l'information, c'est-à-dire publier pour que cette information passe dans les pages les plus lointaines de l'Internet. On ne pourra pas l'enlever, on peut la diluer mais ça nécessite un travail qui est coûteux et ça nécessite un peu de temps. D'accord ? Les solutions de protection juridique professionnelle, la plupart du temps, vont être tous construits de la même façon, hein, quel que soit l'assureur. L'information, c'est-à-dire qu'on va essayer de prévenir le risque, c'est-à-dire de pouvoir poser des questions, d'avoir des informations juridiques personnalisées. L'intervention, c'est-à-dire essayer de résoudre les problèmes à l'amiable. On arrive à résoudre, hein, aujourd'hui en tout cas en ce qui nous concerne, je ne parlerai pas pour mes confrères, 70% des dossiers à l'amiable, ça évite d'aller au tribunal. Et pour les 30% qui restent, quand malheureusement on ne trouve pas de solution amiable, effectivement, on va se retrouver au tribunal. Et là, il est important d'avoir des prises en charge, partielles ou totales, hein, en fonction des montants engagés, de la défense avec prise en charge des honoraires d'huissiers, d'experts ou d'avocats. On a des options vie privée, puisque ce qui vous concerne à titre professionnel peut être aussi dans votre vie privée. Donc sachez que c'est une bonne idée que de souscrire ces options. Hein. Quand j'ai une protection juridique professionnelle, pensez à utiliser l'option vie privée. Comme ça, vous l'utilisez dans tous les cas, ce qui est bien pratique. Un gain de temps, une économie d'argent, l'assurance d'être bien protégée, c'est ça à quoi sert la protection juridique. Merci à vous. Merci Thierry.